On parle de ces tensions-là qui viennent de l'extérieur. Vous avez été premier ministre du Québec. Vous avez dû travailler avec une pluralité dans une société pluraliste. Comment faire pour exercer un leadership efficace malgré l'ensemble? On parle de développement économique des régions, on parle de la santé, on parle de l'éducation qui est parfois sous-financée. Comment est-ce qu'un leader comme vous a pu travailler avec un leadership efficace sans tomber dans la paralysie des fois Mm. parce que les tensions sont tellement fortes qu'ils nous écartent et puis on hésite parfois à prendre des décisions qui vont contraindre certains? Moi, je me plains pas d'aucune espèce de paralysie pour le temps que j'étais en charge de l'économie du Québec, ou que j'étais premier ministre du Québec. C'était des années extraordinaires en termes de changement. On a pris le virage technologique. Euh, on était naguère des exportateurs de planches de 2 par 4, de minéraux concentrés de cuivre, de zinc, de fer et de lingots d'aluminium. Aujourd'hui, nos premiers postes exportés, c'est avions, moteurs d'avion, pièces, c'est multimédia et ses composantes, c'est technologie de l'information en général. Donc, nous avons réussi cette révolution. J'ai pas vu du tout d'immobilisme. J'ai vu des grands projets de toutes les manières. J'en ai vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme j'en ai vu au lac Mégantic, comme dans l'est de Montréal. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement au cours Oui. des dernières années. Euh, je ne veux pas en donner d'explications partisanes, car elles ne sont pas que partisanes, mais c'est sûr qu'un gouvernement qui a un taux d'insatisfaction d'à peu près 75 3 ans d'affilée, a de la C'est difficulté à difficile, exercer le leadership et à mobiliser. tout à fait. Parce que si on n'a pas confiance au porte-parole, on n'aura pas confiance au projet non plus. Alors, on a vu qu'il y a eu des négations d'à peu près tous les projets qui sont venus. Mais c'était pas ça à l'époque où j'ai eu ce merveilleux plaisir de voir croître l'économie du Québec et de la voir se modifier. Et ça s'est fait parce qu'on a tenu les régions, que vous avez mentionnées, Oui, dans le oui. coup constamment. Présence physique dans les régions, programmes spéciaux pour les régions, carrefour de la nouvelle économie, même programme spécifique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vallée d'aluminium, ou pour la Gaspésie sur toutes les questions touchant à l'éolienne. Et c'est pas simplement un programme ponctuel qui fait la différence. C'est que la région sait que nous sommes solidaires de la région. Si les régions vont mal, le Québec va mal. Il faut se souvenir aussi, je parle souvent de l'Abitibi, qui est une région euh, que j'affectionne particulièrement. L'Abitibi, parfois, a été en difficulté et nous avons aidé l'Abitibi, mais d'autres fois, c'est le contraire. La L'Abitibi prospérité était tellement grande en Abitibi, qui a eu un impact sur c'est eux l'ensemble de la autres qui aidaient le société. Québec. Ben oui. Vous avez été, vous l'avez mentionné, il s'est passé, l'économie québécoise a fructifié. Vous avez été un observateur privilégié de cet accroissement-là. Vous avez été également un instigateur d'un développement d'une élite francophone, ce qu'on appelle le Québec Inc. Oui. Et là, il y a eu tout un empowerment ou une habilitation, Oui. je veux dire, de l'élite francophone, non seulement au niveau financier, mais dans les arts également. Et on a une reconnaissance mondiale maintenant par rapport à certaines lois, certaines décisions que les gouvernements ont prises là, dans les dernières années. Qu'est-ce que vous pourriez encore une fois conseiller aux dirigeants d'entreprise pour accélérer au sein de leur propre organisation justement cette habilitation-là Ouais. à développer une certaine forme d'intrapreneurship ou un développement des capacités intellectuelles des travailleurs afin de favoriser plus grandement effectivement ce fameux Québec-là, faire en sorte que l'élite ne soit pas confrontée justement à une petite partie de la population, mais que ce soit plutôt le plus large possible. Ben, d'abord, si on a fait tout ça, ça prouve qu'on avait certaines capacités, qu'on avait un certain dynamisme intérieur. Euh, si on veut employer les mots de l'époque qui décrivaient la responsabilité de l'époque, nous étions des colonisés. D'accord, Il y a même un intellectuel qui a écrit un ouvrage au titre peut-être un peu forcé, mais Nègre blanc d'Amérique. tout à fait. Et c'était presque ça. Bon. On contrôlait rien, on était nulle part. On pouvait être contremaître dans les grandes entreprises Oui. à condition de parler anglais. Et Sans- puis de traiter le boss avec la C'était plus à peu grande près le seul déférence. niveau hiérarchique qu'on pouvait accéder. Ben oui. D'ailleurs, ça nous a mis en surcompétence parce que moi, j'ai vu là, dans la période initiale, là, je visite des usines, là, puis l'ingénieur, qui est un anglophone, souvent en britannique d'ailleurs, est d'une insignifiance totale et complète. Puis son contremaître, lui, qui a fait sa 5e année, mais qui avait tout le talent pour faire un doctorat puis un postdoc, est d'une intelligence suprême. Alors, ça faisait un maudit beau contraste parce que c'est le contremaître qui connaissait l'usine, qui connaissait la Il connaissait technologie. les tâches, il Donc, connaissait ses hommes. c'était déjà le triomphe de l'esprit. Ce qui m'amène à dire que dans la suite, ça doit aussi être le triomphe de l'esprit. Alors, un chef d'entreprise, il doit repérer
les intelligences les plus vives autour de lui, partout, dans l'usine comme dans le bureau, et leur donner la chance d'aller au bout de leurs capacités. Si c'est dans les responsabilités qu'il leur confie, c'est ça. Si c'est de les renvoyer aux études, qu'ils le fassent. Il ne pourra pas se tromper si on table vers l'exploitation, entre guillemets, de ce qu'il y a de mieux dans les individus. Et ça se fait en les repérant et en allant au bout des capacités de chacun. Et ça peut faire une atmosphère extraordinaire. Mais dans ces conditions-là, par exemple, il n'y a plus de boss qui regarde le monde de haut. C'est fini. Exactement. Là. Nous sommes tous des égaux pour faire que l'entreprise aille le mieux possible, toujours avec en tête l'idée que si on veut conserver notre niveau de vie, ça devient une responsabilité de chacun là, d'être au mieux dans sa catégorie. Et pour faire ça, il faut qu'il soit respecté et il faut que ses compétences soient magnifiées. Si je pousse cette logique-là à l'extrême, donc en termes d'autocontrôle ou de self-leadership, croyez-vous que la notion d'un leader formel à la tête, qui dirige, qui oriente, qui a une vision et qui partage, sera toujours nécessaire? Non, c'est plus ce que c'était. Même au niveau politique, dans des démocraties avancées, les leaderships individuels, le culte de la personnalité puissante et forte, c'est moins nécessaire qu'avant. Si le travail se fait en équipe et tous les échelons sont valables, c'est sûr qu'il faut une coordination. Le leadership devient plus coordination qu'autre chose, mais en tout cas, c'est fin de l'autoritarisme, ça c'est sûr. C'est la cohésion de l'ensemble qui va donner le résultat.